Bonjour, mon nom est Donald Gingras, je suis directeur général de la Fondation Père Raymond Bernier, qui est la Fondation des Patros, qui est plus connue sous le nom de la Fondation des Patros. Cette fondation-là vient en aide principalement et exclusivement, en fait, aux 7 Patros, 6 au Québec, il y en a à Québec, à Lévis, à Jonquière, Montréal et Ottawa. Donc, la Fondation soutient les Patros, oui, au niveau financier, mais est au cœur des réflexions de développement stratégique des Patros. Les Patros ont été fondés par la communauté des religieux Saint-Vincent-de-Paul qui ont passé le flambeau à des laïcs dans les dernières années. Et ça s'est fait par la Fondation, via la Fondation qui devient le centre stratégique, de réflexion stratégique pour le développement des Patros. Donc, on a un peu une mission atypique d'une fondation qui n'est pas exclusivement sur le financement, mais davantage aussi sur la formation du personnel, la notoriété de la marque Patro. On est en train de bâtir quelque chose aussi qui va faire en sorte que les Patros vont travailler davantage ensemble dans les prochaines années. Donc, le rôle de la fondation, puis mon rôle à moi comme directeur général de cette fondation-là est d'être un peu l'animateur général du regroupement des Patros, de travailler en collaboration avec les directions générales des 7 Patros, qui sont 7 organisations indépendantes, 7 OSBL indépendants, mais qui ont la même le même historique d'avoir été fondé par les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, on fait partie de la même famille. Et le modèle Patro, nous, qu'on appelle l'ADN des Patros, la Fondation a aussi le rôle d'être le gardien de ça d'une façon moderne et contemporaine. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est au cœur des Patros actuellement, au cœur de ce qui s'est passé dans les dernières semaines dans les Patros aussi, pour soutenir ce qui se fait, de mettre en commun les bonnes pratiques d'un patron à l'autre, des bonnes pratiques de d'autres organisations dans le monde communautaire aussi, pour pouvoir soutenir les patrons à être ce qu'ils sont de mieux, d'être des catalyseurs de milieux de vie dans chacun de leurs communautés. Dans les derniers mois, on a vraiment peaufiné. C'est l'exercice qui est le plus difficile. Habituellement, quand quelqu'un me demande c'est quoi un patron, je lui dis as-tu un café, puis on va parler pendant une demi-heure. Parce que le patron a une action multi et une clientèle multi aussi. Mais dans les dernières semaines, on a comme peaufiné davantage, là, essayé d'être le plus laser possible pour expliquer. Et on a comme convenu de deux grands pans d'action qui sont justement sport et loisirs, parce qu'on a des installations, c'est des centres, les Patros sont des centres communautaires, des centres de loisirs, des centres sportifs. On a des grosses installations. C'est historique, le plus vieux des Patros actuellement, pas loin de 115 ans, c'est le Patro de Lévis. Donc, c'est au Québec depuis 1861. Donc, c'est des grosses installations. Donc, la mission du Patro étant de sport, loisirs et entraide, ça, c'est davantage les éléments qui vont attirer les gens à venir dans nos installations pour participer à un milieu de vie. Parce que la mission précise, c'est de créer un milieu de vie où ce que tu peux t'engager, ce que tu peux grandir, ce que tu peux te développer, ce que tu peux contribuer à ta communauté. Donc, on a le sport et loisirs, bien entendu, pour tous les âges. Les enfants, des adolescents, des adultes, des familles, des aînés et des personnes qui vivent avec une situation de handicap aussi. Qu'on accueille. Donc, tu vois, c'est multi-service, multi-âge. Et il y a tout le volet entraide qu'on appelle, c'est de l'action communautaire, services d'entraide plus particuliers comme des popotes roulantes, des travailleurs de rue à Jonquière, de la distribution alimentaire, des choses comme ça qui sont au service plus directement de la population des quartiers dans lesquels on intervient. Fait que sport, loisirs, entraide, c'est pas mal les actions les plus précise qu'on peut dire des patrons. Le principal impact qu'on a vécu, étant donné que nous sommes des organisations qui créent un milieu de vie où est-ce que les gens sont, le premier impact, c'est humain.
c'est vraiment un impact humain où est-ce que là, les gens ont comme perdu leur repère de je peux plus voir mes amis, je peux plus voir mes collègues. Euh, dans d'autres sphères d'environnement, on peut dans le monde du travail, par exemple, parce que tu vas perdre tes collègues, c'est vrai, mais là, nous, on perd les collègues, on perd les usagers, on perd des gens, des adolescents, des aînés, des enfants, des familles. Tout devient un peu anxiogène pour tout le monde. Donc, l'impact a été vraiment plus au niveau humain dès le départ, autant, autant avec les employés qu'avec les usagers. Des patros, puis on n'est pas les seuls à avoir vécu ça comme ça, mais pour nous, le côté humain, qui est notre fonds de commerce dans notre manière de créer notre milieu de vie, a été, ça a eu un impact vraiment, vraiment important. Comme je dis, tu sais, la crise en elle-même, c'était anxiogène. Hein, on a comme jamais vécu une pandémie, là, donc on ne sait pas trop comment réagir. Puis les premières informations qu'on avait, ça faisait peur. Hein, on n'était pas là-dedans. Donc, très anxiogène de la crise elle-même. La perte d'emploi, est-ce que les gens vont perdre leur emploi? Les 2 premières semaines, ça a été de suivre les mesures gouvernementales, essayer de les comprendre, de les appliquer, donc d'être proche de nos employés. Nous, la majeure partie des dépenses ou d'investissements qu'on fait dans nos patros, c'est des ressources humaines. Donc, les gens étaient inquiets par rapport à tout ça. Donc, communiquer, de prendre soin. Hein. Nous, on dit que ma façon de faire, c'est de prendre soin des gens, de prendre soin de notre personnel. Donc, moi, j'accompagnais les directions générales, là, puis je dirais que j'ai rarement vu un niveau d'anxiété comme celui-là, où est-ce que les directions générales, c'était à notre niveau d'échange de table de direction générale que se vivait l'anxiété parce qu'ils ne pouvaient pas la vivre avec leurs équipes. Donc, j'ai vu des gens il fallait qu'ils prennent des décisions difficiles, courageuses. Donc, l'impact humain a vraiment été au cœur de tout ça. Tout l'aspect adaptation, c'est un impact aussi important parce que c'est pas tout le monde qui vit l'adaptation de la même manière, hein, qui est capable de vivre dans cet environnement-là d'incertitude, de comment donc le niveau d'anxiété était exacerbé par rapport à l'adaptation que les gens devaient faire face, soit dans leur travail, soit dans leur famille. Faut tenir ça en compte aussi, là, qu'il y a des gens qui avaient des enjeux particuliers à vivre au niveau travail, mais il y avait des enjeux à la maison aussi, parce que peut-être que le conjoint perdait son emploi. Donc, ce bout-là, je te dirais que les 3 premières semaines ont été beaucoup à être proche de notre monde, hein, au niveau humain. Puis, bon, ben c'est sûr que les impacts au niveau financier, au niveau du financement, où est-ce que pour les patros, nous sommes des organisations communautaires qui sont soutenues environ à 25% par le gouvernement et les villes pour notre financement de base. Ensuite, c'est des ententes de services, des projets, 20-25% en activité de financement. Ça aussi, ça avait un autre degré d'anxiété autant pour les directions générales que pour les équipes. Je dirais que les mesures gouvernementales sont venues juste à point pour nous aider à passer à travers les premières semaines, mais on voit que les impacts vont être à long terme là, à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a eu des impacts. À la Fondation, nous, on a une petite équipe, donc il n'y a pas eu d'impact opérationnel autre que une campagne de financement populaire qu'on faisait annuellement auprès de notre clientèle. Et nous, toute notre paperasse et nos envois électroniques se faisaient le lundi 17 mars. Ou le mardi, en tout cas le 17 mars. Et donc, tout est encore sur le coin de mon bureau et dans notre ordinateur. On a convenu que c'était pas le temps là, de faire de sollicitations. Dans les patros aussi, ça a été la même chose au niveau financement philanthropique, au niveau individuel. On va laisser les gens vivre ce qu'ils ont à vivre, puis de pas embarquer là-dedans. On va prendre soin des gens. On a communiqué avec nos donateurs, on a gardé le contact avec les gens. C'est sûr que dans les patros, il y a eu un impact aussi. Il y a des gens qui ont été mis à pied. Il y en a qui ont été mis à pied temporairement, qui ont été, au fur et à mesure que les mesures gouvernementales changeaient ou
s'améliorait. Donc, on peut dire, bon, ben là, il y a des gens qui sont revenus. Mais pour nous, ça a eu un impact, il y a eu un gros changement où est-ce qu'on a convenu rapidement des services essentiels. Et là, c'est toute la portion entraide de notre organisation qui a pris le dessus, avec la distribution alimentaire, les popotes roulantes, des actions très précises pour soutenir, aller faire des achats pour les personnes âgées, etc. Donc, ça a pris une place vraiment importante. On a perdu beaucoup de bénévoles parce qu'on a une force bénévole extraordinaire dans nos organisations, au-delà de 2500 bénévoles dans les 7 patros. Par contre, je dirais que la moitié de ces bénévoles-là pouvaient être dans les personnes vulnérables de 70 ans et plus. Donc, dans les premières semaines, ben, eux, on perdait cette force bénévole-là. Donc, les employés ont été mis beaucoup à contribution pour justement aller livrer la popote roulante, faire de la distribution alimentaire qui passait de 1 fois par mois à 2 fois par semaine, à 1 fois par semaine à certains endroits. Donc, c'est sûr que tout le monde s'est relevé les manches, puis on s'est dit, bon, c'est quoi nos services essentiels, puis c'est ça qu'on fait. Puis le reste, ben, on va... là, il faut qu'on réponde aux besoins des gens, on va prendre soin de notre monde, prendre soin de nos employés, prendre soin de nos bénévoles, puis on s'adapte au fur et à mesure. On est une organisation qu'on se dit agile, donc là, ça nous a permis de le constater, puis d'être le plus possible agile à répondre aux besoins des gens. Je sais pas, tu sais, là-dessus, je vais être très transparent avec toi. C'est sûr que la demande a été plus grande, tu sais, dans tout, que ce soit dans nos banques alimentaires, là, dans la distribution alimentaire qu'on fait dans les différents patros, où on a 2 grosses popotes roulantes là, dans le quartier Limoilou avec le patro à Camadour et dans le quartier Villeray à Montréal avec le patro de Prévost. Eux, ça l'a doublé, là, la demande. Par contre, est-ce qu'il y a eu plus de demandes ou aussi il y a des organisations qui ont dû arrêter leurs activités et là, on a pris la relève pour, je prends l'exemple des conférences Saint-Vincent-de-Paul dans les paroisses de Québec. Ils ont à peu près tous cessé parce que tous leurs bénévoles sont de 70 ans et plus. Donc, rapidement, la santé publique ou le CLSC a fait appel aux patros parce qu'ils savaient qu'on avait justement des employés, qu'on était équipés pour le faire, pour prendre la relève à faire plus de distribution alimentaire avec la clientèle. Donc, est-ce qu'il y a eu plus de demandes? Assurément. Assurément. Mais il y a eu probablement aussi du déplacement de clientèle, là, je dis clientèle, d'usagers, de bénéficiaires, là, de gens qui en ont besoin finalement, qui se sont déplacés vers les patros ou les patros vers ces gens-là. Mais assurément que ça a eu un impact là, sur une demande plus forte de ce niveau-là, au niveau entre autres de la distribution alimentaire. Puis, je dirais qu'il y a eu d'autres impacts sur la clientèle. Tantôt, je disais que nous, autant pour les employés que pour la clientèle, notre mission, c'est de créer un milieu de vie. Aussi, ce milieu de vie-là est important. Et que ce soit nos adolescents, moi, je trouve c'est les plus grands oubliés de la pandémie. Et les ados, ils n'ont rien eu pour eux. Ils commencent à pouvoir avoir du sport, mais tout le long, là, nous, on en a plusieurs. On a des centaines d'adolescents qui fréquentent les patros. Puis, donc, on a gardé contact avec eux. Nos animateurs ont gardé le contact avec eux sur Zoom, Snapchat, sur leur plateforme à eux. Avec les aînés, bien, ça a été la même chose. Nos intervenants ont gardé contact avec les aînés, des chaînes téléphoniques sous le thème de la chaîne d'amitié qui ont été faites. Là. Il y a des bénévoles aînés de 80 ans qui ont fait des centaines de téléphones parce qu'ils pouvaient continuer à faire leur bénévolat de la maison. Eux, c'était leur manière de contribuer parce que là, eux, c'est des gens qui sortaient à tous les jours, là, qui se voyaient confinés à la maison. Donc ça a été un impact sur notre clientèle, sur des familles sur qui que un confinement dans un cottage ou un bungalow, ça va bien. Dans un 3,5, on en a beaucoup dans nos familles, dans les 4,5, dans Villeray, dans Limoilou, dans Saint-Sauveur, ici à Québec. Ça a un impact sur la clientèle. Puis ils viennent au patro, ces gens-là, justement parce que c'est leur lieu pour s'épanouir, se divertir, contribuer, s'engager. Là, tu perds ce bout-là. C'est une bénévole aînée que ça fait 25 ans que le lundi, elle va jouer au bingo au patro. Parce que c'est elle qui ramasse les cartes. Là. C'est sa contribution, c'est sa manière de sortir de la solitude, de voir des amis. Puis là, elle n'a plus ça. Elle perd une grande partie d'elle-même, hein,
de pouvoir continuer de contribuer. Donc, notre monde continuait de justement garder contact avec ces gens-là pour essayer de justement de trouver des manières. Bon, après ça, au niveau des familles, c'était sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, en fait. Mais donc, un contact, un impact sur la clientèle qui était quand même assez important par rapport au milieu de vie que nous créons. C'est là qu'on a vu que notre milieu de vie, finalement, les gens l'appréciaient parce qu'il leur manque. Nos plus grands défis d'adaptation a été, un peu comme tout le monde, là, les nouvelles mesures, hein? De vivre dans les nouvelles mesures de distanciation, de toutes les mesures sanitaires que ça prend pour pouvoir. Donc, tout ce qui est la distribution alimentaire, a fallu s'adapter. Les gens, avant, venaient à la distribution alimentaire et on créait un milieu de vie avec la distribution alimentaire où est-ce qu'il y avait une salle d'attente, les gens pouvaient prendre un café, voyaient les gens. Là, c'est « Oh, non, on attend en file à l'extérieur, on donne une heure précise pour venir chercher la boîte de nourriture qui est déjà préparée. Tu peux plus choisir les aliments que tu avais au moins le choix de choisir dans la distribution alimentaire. Donc ça a un impact chez les gens puis dans le milieu de vie parce que là, nous, on voulait, habituellement, on veut plus que aider. Ça, on veut créer un réseau avec les gens puis qu'ils deviennent bénévoles pour aider. Là, c'est moins possible. Donc, il a fallu s'adapter là, à répondre davantage aux besoins alimentaires. On a une belle adaptation qu'on a eue aussi, c'est de développer davantage de partenariats avec, entre autres, la santé publique, avec le CLSC, avec la santé publique. Par le passé, dans nos opérations, on avait peu de relations, entre autres, avec la santé publique. Avec le CLSC, oui, on pouvait en avoir, là, tandis que là, ben, on n'avait comme pas le choix d'en avoir là, pour se faire accompagner dans les mesures, des nouvelles mesures qu'on avait à prendre, de créer des liens, justement, tantôt, je disais, par exemple, des conférences Saint-Vincent-de-Paul qui cessent leur activité. Là, c'est par le CLSC qu'on avait des contacts avec leurs bénévoles pour pouvoir avoir accès, pouvoir aider leurs bénéficiaires à eux. Donc, il y a des nouveaux partenariats qui se sont créés. Donc, il a fallu qu'on s'adapte à ça. Puis ça a été fort positif parce que je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir être durable et perdurer. On s'est fait approcher par des entreprises aussi qui voulaient garder leurs employés, mais qu'actuellement, ils ne pouvaient pas faire le travail qu'ils avaient à faire, mais c'était des gens qui voulaient garder leurs employés à l'emploi et de vouloir et que ces employés puissent contribuer. Donc, c'est des entreprises qui ont envoyé leurs employés faire du bénévolat. Ça, c'est une force bénévole qu'on avait de besoin. Donc, ça aussi, c'est une adaptation qu'on a eu à faire à travailler avec des nouveaux bénévoles, parce que souvent, on a notre banque de bénévoles qui est là depuis longtemps. Il a fallu s'adapter aussi à cette nouvelle réalité-là. Puis, une adaptation qu'on a faite, nous, dans les Patros, qui a été un accélérateur de quelque chose qu'on est en train de travailler. On est en train de travailler à la transformation de notre modèle d'organisation, à travailler davantage ensemble. Ben, nous, on s'est adapté en travaillant davantage ensemble. On a mis notre monde des communications ensemble. Fait qu'au lieu de faire des publications Facebook, chacun de notre côté, ben, il y avait une personne qui était responsable pour tel domaine, un autre responsable pour tel domaine. Donc, ça a donné plus de cohérence à notre regroupement, ce qu'on souhaitait faire. Puis là, ben, on a commencé à le faire d'une façon plus accélérée. Je prends un exemple des camps de jour. Nous, dans les Patros, un de nos programmes forts, c'est nos camps de jour avec les jeunes durant l'année, puisqu'on reçoit 4500 jeunes dans nos 7 Patros. Là, ben, toutes les mesures qu'on avait à prendre, on était dans l'incertitude là aussi. Donc, on a fait travailler nos 7 responsables de camp de jour ensemble à bâtir, à analyser comment il allait offrir le nouveau camp de jour. Ça aussi, ça a été vraiment formateur pour eux. Puis, je pense pas qu'on va revenir en arrière pour les prochaines années, au-delà de la COVID, de cette adaptation qu'on a faite de travailler davantage ensemble. Cet été, on aura un thème commun, les 7 Patros, un même logo pour tous nos camps de jour. Donc, ça donne une unité davantage à notre regroupement qu'on souhaitait faire. Comme la COVID nous a permis d'accélérer certains aspects de ça. C'est du jamais vu.
Hein, nous, on va passer de 4500 jeunes à environ 2000 jeunes qu'on va pouvoir recevoir. C'est pas qu'on veut pas en recevoir plus, ça fonctionne avec le principe de distanciation physique, ça fonctionne au mètre carré disponible dans les locaux. Et au lieu d'avoir 500 animateurs pour 4500 jeunes, là, on va avoir 2500 jeunes et autour de 600 animateurs pour respecter les ratios que la santé publique nous recommande ou nous exige d'avoir. Donc, c'est complètement nouveau. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans les patros. Ça va être une 40e camp de jour que je connais, mais j'ai jamais rien vu de tel. Des sites différents. Il faut réinventer les jeux. Il faut réinventer l'accueil qu'on fait. Parce que nous, les parents venaient reconduire les enfants. Là, maintenant, ça va être le service à l'auto pour aller chercher et reconduire les enfants. Donc, c'est des mesures qu'on va prendre. Puis, mais, ce qui est extraordinaire dans nos camps de jour, c'est des jeunes de 16-20 ans qui s'occupent de ça. Fait qu'ils ont une capacité d'adaptation extraordinaire. Et eux, ils ont le goût de travailler. Hein. Tantôt, on parlait des ados qui ont été laissés un peu de côté. Là, eux, ils ont le goût de contribuer, eux autres aussi. Puis, on est chanceux jusqu'à maintenant. On n'a pas trop de soucis d'embauche là, d'avoir trouvé notre monde pour travailler. Donc, il y aura, ça c'est sûr qu'il y aura la méga adaptation dans notre cas, dans la COVID, ça va être ça, les camps de jour cet été. D'entrée de jeu, nos employés ont vraiment été mis à contribution. On a comme changé la mission de chacun et les employés ont vraiment mis des bouchées doubles pour remplir les services essentiels. Au niveau des bénévoles, on est allé piger dans des gens qu'on connaît, entre autres, dans les patros, plusieurs anciens. Quand tu as la chance de travailler dans un camp de jour de patro, c'est souvent ton premier emploi, puis ça te forge l'orientation de ton travail plus tard. Et ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup de professeurs d'école comme anciens et qui, eux, au début de la pandémie, étaient disponibles. Ils n'avaient pas perdu leur emploi, étaient disponibles. Donc, il y a beaucoup de parents. On a fait appel aux parents, à nos anciennes qui étaient disponibles de venir donner un coup de main à la distribution alimentaire, entre autres. Des gens d'affaires qui nous soutiennent, puis qui, à un moment donné, on a fait des corvées de distribution alimentaire avec nous, on appelle ça aussi des ambassadeurs ou des gouverneurs de nos activités bénéfices. On en appelle quelques-uns, puis on dit OK, ouais, ben écoute, oui, je vais aller donner, je vais aller contribuer pour. En même temps, les gens, c'est sûr que quand tu arrives à la distribution alimentaire, tu es au cœur du bénévolat. Là. L'impact de ton geste bénévole, il est direct. Donc, c'est assez. Je dirais que ça a été assez facile de trouver des bénévoles là-dedans. Mais je dirais que nos employés ont été extraordinaires. Eux ont pris vraiment les bouchées doubles là, pour répondre à la demande. Puis, il y a aussi le fait que ça nous a permis de revoir beaucoup de pratiques que nous avions, puis de gagner en efficacité. Parce qu'il y a des choses qu'on fait depuis 40 ans, qu'on n'a pas trop changé, parce que c'est conservateur, culturellement, c'est comme ça qu'on le fait, puis ça a toujours été la même bénévole qui le fait à sa manière. Donc là, elle n'est pas là, ça nous a obligés à revoir des manières de faire qui nous ont permis de gagner en efficacité, ne serait-ce que la distribution alimentaire, la popote roulante, il y a des choses qu'on faisait qui prenaient beaucoup de temps, puis qui nous ont permis maintenant, parce qu'on était obligé de se réévaluer, de faire des choses autrement. Puis ça, je pense que ça va perdurer. Ça en est des actions qui vont perdurer dans le temps. Une des premières choses je pense, qui va changer, c'est notre évaluation l'évaluation de nos manières de faire. Puis je vais même jusqu'à dire l'évaluation de nos programmes, qui sont là d'une façon habituelle d'une année à l'autre. Là, je pense on a maintenant l'obligation de revisiter nos programmes, nos manières de faire, nos activités de financement, bien entendu, pour voir est-ce que ça a vraiment une valeur ajoutée
dans notre organisation? Est-ce que je pense qu'il y a des choses qu'on va élaguer dans notre manière de faire, dans nos opérations, qui vont nous permettre de peut-être d'être plus efficients, plus efficaces pour répondre davantage aux besoins des gens, puis d'être peut-être plus laser dans ce qu'on a à faire auprès des gens de notre quartier. Bon, c'est clair aussi que une des leçons là-dedans, c'est d'avoir un plan de contingence, là, de se préparer à l'éventualité. Hein. On avait commencé à l'occasion pour certains patrons de la gestion de risque, un plan de gestion de risque, d'évaluation des risques de gestion, mais avoir un vrai plan de contingence qu'on aurait pu appliquer automatiquement quand tout ça est arrivé. Il n'y a pas personne dans notre organisation qui, en toute transparence, qui était prêt à cette ampleur-là. Une chance, on est capable, on est bien entouré, on a un bon réseau qui peut nous soutenir, des conseils d'administration qui sont là, qui sont à l'écoute, qui sont compétents pour nous aider. Donc, on a pu faire un plan de contingence rapidement, mais je crois que l'évaluation des risques va être quelque chose qu'il va falloir qui devienne une norme encore plus habituelle là, dans nos manières de faire. À ce niveau-là. Je dirais que aussi quelque chose qui va falloir qu'on revoie, pas qu'on revoie, mais qu'on évalue puis qu'on travaille davantage, c'est tout le financement de base de notre organisation. Actuellement, ça nous a sauvés d'avoir un financement de base de la ville et du gouvernement pour notre mission et nos opérations. Une chance que nous ne sommes pas financés que par projet, parce que là, on aurait pu être dans le trouble. Le financement de base, c'est ce qui nous a permis, au début de la crise, de garder nos équipes de base pour pouvoir continuer à offrir des services à notre collectivité. Tandis que si on avait été financé seulement que par projet, ces projets-là arrêtent, il n'y a plus personne qui est là. Donc ça nous a sauvés, mais il va falloir quand même l'accentuer, ce bout-là. Puis je te dirais que même en philanthropie, j'espère que les bailleurs de fonds vont pouvoir évaluer cet aspect-là aussi, parce que la tendance dans les dernières années était beaucoup de financer par projet pour avoir un impact plus précis, puis c'est tout à fait légitime. Pour une organisation multi comme la nôtre, c'est pas toujours évident, ça, d'avoir le financement par projet. Donc là, de veiller à avoir un financement de base qui est solide pour quand il arrive un cas de force majeure comme celui-là, qu'on soit capable de passer à travers comme on était capable de le faire actuellement. Ce sera pas facile. Les prochains mois seront pas évidents. Nos activités de financement de cocktails, de galas, de soupers comme tous les autres sont à revoir. Hein. Il va falloir qu'on se réinvente encore une fois dans tout ça avant qu'il y ait un vaccin. Là. Je ne sais pas trop, mais tu sais, je pense qu'on est tous dans le même bateau là, en philanthropie, dans ça, d'essayer de trouver la manière d'avoir le soutien des gens qui nous soutenaient dans tout ça, parce que c'est un élément important de notre financement. Mais je suis confiant que la créativité, puis là, on n'aura pas le choix d'être créatif, qui va nous amener à trouver une façon différente de faire. Puis ça aussi, en étant peut-être plus laser, plutôt que de faire des choses qu'on fait depuis des années, parce que la tradition veut que ce soit comme ça. Il y a tellement d'incertitudes encore, hein, autant au niveau opérationnel. On en parlait ce matin, j'étais en rencontre avec les responsables du financement des patrons, avec les directions générales. Il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes qui planent par rapport à comment les gens vont réagir. Là, on voit avec le déconfinement, finalement, peut-être que les gens vont être moins stressé qu'on pensait qu'il l'aurait été il y a 2 mois. Ce qui me préoccupe, c'est, en tout cas, je ne sais pas comment on devra travailler ensemble, mais c'est clair que pour moi, tous les acteurs de l'écosystème philanthropique devront travailler encore davantage ensemble. Il y a tantôt, je donnais des exemples où est-ce qu'il y a eu des nouvelles collaborations qui ont émergé, autant avec des entreprises, avec des bénévoles, avec des fondations. D'ailleurs,
si je peux me permettre, je veux rendre hommage à la plupart des fondations et bailleurs de fonds qui se sont ajustés d'une façon extraordinaire avec les organismes comme la nôtre. On a vu plusieurs bailleurs de fonds de dire on vous finançait pour tel projet. Si c'est l'essentiel, c'est le service alimentaire actuellement. Prenez l'argent pour ça. Nous, on veut répondre aux besoins essentiels. Ça m'a fait un petit velours. Ça veut aussi dire que ça pourrait être toujours comme ça, de faire confiance aux organismes de quel est le service essentiel qu'on a à offrir dans la collectivité. Donc ça, je pense que ça a démontré. Ça a démontré que le monde communautaire sont proches de leur collectivité et sont capables de réagir rapidement aux besoins les plus criants. Est-ce que c'est d'aider les aînés? Est-ce que c'est d'aider les ados? Je crois que nos organisations sont proches de leur monde, ils font partie de ce monde-là, puis sont capables de répondre avantageusement aux besoins des gens. Donc, que les bailleurs de fonds viennent soutenir ce qu'on est capable de faire le mieux, ça, je pense que la pandémie nous a peut-être mis un éclairage là-dessus. Quand j'entends des bailleurs de fonds dire, écoutez, prenez l'argent d'un projet pour les aînés, quand j'entends des bailleurs de fonds dire prenez de l'argent pour des appareils pour les aînés, pour de l'activité physique qu'on vous avait confiée, et si c'est pour nourrir les aînés qu'on a besoin actuellement, prenez-le parce que c'est ça qui est jugé important. Moi, ça, je trouve que ça devrait être une réflexion qui nous amène à dire est-ce que nos organismes de terrain connaissent vraiment, c'est eux qui connaissent la réalité terrain, donc comment on peut les soutenir là-dedans et de travailler davantage ensemble. Là, il y a eu des échanges entre le bailleur de fonds et les organisations qu'on n'a jamais eu. Des échanges là, téléphoniques, des discussions de comment vis-tu ça, toi, cette crise-là, au niveau personnel, et qui nous ont permis de voir des gens d'une façon complètement différente de part et d'autre. Donc, si y a quelque chose que je retenais là-dessus aussi, c'est peut-être davantage encore personnaliser ce soutien-là entre les gens pour mieux connaître ce que la réalité de la fondation comme la réalité de l'organisation qui a besoin de soutien. Puis, même chose avec les entreprises, même chose avec le domaine public. Je regarde, là, par exemple, dans le camp de jour, la Ville de Québec, qui, habituellement, nous, on offre le service au nom de la Ville. Hein, c'est un contrat de service, là, ce service de camp de jour-là. Et habituellement, on a toujours des négociations un peu avec la Ville. Et là, dans la COVID, super relation, où est-ce que les gens comprennent la réalité, puis tout le monde travaille à être au service de celui qui en a vraiment besoin. Ça, pour moi, s'il y a une leçon à tirer de ça, c'est d'être davantage au niveau des besoins des personnes qui sont sur le terrain. Les gens, en fait, tout le monde est revenu à l'essentiel. Et tout le monde, on veut tous avoir de l'impact. Non, ça, on fait ça, c'est parce qu'on veut avoir de l'impact dans notre environnement, on va avoir de l'impact chez les jeunes, on va avoir de l'impact chez les aînés, on va avoir de l'impact chez les familles. Les fondations veulent avoir de l'impact dans leurs valeurs qui leur sont chères. Maintenant, si on travaille tous ensemble, avoir vraiment de l'impact sur les gens, où est-ce qu'ils en ont besoin, je pense que là, puis de trouver l'essentiel, je pense que là, on peut travailler davantage ensemble, puis on peut réaliser des choses qui sont extraordinaires ensemble. La pandémie nous a, tant qu'à moi, fait valoir l'importance de toutes les sphères du filet social. Si le gouvernement n'est pas là, actuellement, tout le monde souffre, là, et on va souffrir probablement tout le monde après aussi, mais quand même, actuellement, si le gouvernement ne vient pas intervenir, certains vont dire d'une façon artificielle, mais il est intervenu pour que la vie puisse continuer et répondre aux besoins les plus essentiels des gens. Des entreprises qui, malgré le fait qu'elles aussi avaient des difficultés, il y en a qui sont venus nous aider, continuer à nous soutenir comme ça, des fondations, les gens de la santé publique, les gens des municipalités. Je pense que tout le monde a travaillé ensemble. Je pense pas qu'il y ait personne là, qu'on peut pointer du doigt qui n'était pas là pendant cette crise-là pour soutenir
soutenir les besoins des collectivités dans lesquelles on est. Et là, effectivement, je pense que le monde philanthropique peut être fier et peut démontrer qu'on a eu notre place à jouer pour passer à travers cette crise-là. Outre le fait de quelque chose de très technique, c'est d'être mieux équipé numériquement pour nos organisations là, dans un cas comme celui-ci, mais d'avoir justement un réseau à qui se référer, autant au niveau public, au niveau philanthropique, au niveau des entreprises. Si c'est un réseau qui est bien établi, de partenariat égal à égal, où est-ce que les gens sentent qu'ils peuvent contribuer et que ce soit win-win, comme on dit en français, dans tout le monde, avec tous les acteurs qui sont là, je pense que c'est la meilleure manière de se préparer à une éventuelle situation qu'on pourrait revivre comme celle-là. Le message que je veux dire, ça va être des merci. Des merci aux gens, des merci à moi, je suis fier de voir ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Autant les gens qui ont contribué d'une façon bénévole, autant nos employés, les patrons qui ont contribué d'une façon bénévole. Je l'ai dit tantôt, les partenariats qui se sont créés. Et merci mettons par exemple, aux gens de la santé publique, aux gens des plus institutionnels comme les CLSC, qui ont enfin vu l'importance du monde communautaire d'une façon plus accrue. Parce que parfois c'est difficile d'entrer en relation parce qu'on n'est pas au même niveau, c'est pas au même niveau professionnel. Et là, j'ai senti que les gens avaient besoin de nous à cause du contact de proximité qu'on avait. Donc ça, là-dessus, merci d'avoir eu cette ouverture-là de le faire, parce que pour nos gens, ça a été gratifiant aussi de savoir qu'ils pouvaient contribuer eux aussi. Puis, merci aussi à tous les collaborateurs financiers, que ce soit les entreprises ou des grandes fondations qui soutiennent les organismes comme le nôtre, qui ont été d'une façon très aidante, très humaine avec nous dans les dernières semaines, qui nous ont permis justement à notre tour aussi d'être aidants et humains auprès des gens qui en ont le plus de besoin.